Ceci étant, mesdames et messieurs, une fois de plus, ce soir, en noir, parce que le désespoir qui m'accable, le continent noir, dont le Cameroun représente justement l'Afrique, dit-on en miniature, est décidément le pays où rarement on annonce les bonnes nouvelles. Les nouvelles s'enchaînent, se déchaînent, et c'est toujours quelque chose où on se retrouve dans des pleurs. Des frères qui se battent, des sœurs qui se battent, un pays émietté, balkanisé, où malheureusement les meurtriers en série sont en train de prendre une certaine célébrité, puisque malheureusement, chaque fois qu'un acte est commis, il occupe le devant de l'actualité. Henry Johnson disait en 1951, je cite, « La guerre est le seul divertissement des rois où les peuples prennent leur part. » Fin de citation. Le disant, ce n'était pas parce que le peuple il voyait gagner quelque chose. C'est parce que le peuple est utilisé comme la chair à canon, un prétexte pour verser beaucoup de sang, donner des sacrifices, des offrandes à Lucifer avec le sang de la jeunesse et surtout le sang des enfants. Oui, les régimes des tyrans, les régimes des dictateurs se reconnaissent par le lot de sang qu'ils versent. Les régimes démoniaques se reconnaissent par le nombre élevé d'assassinats. Et le Cameroun, aujourd'hui, bat tous les records en Afrique. Parce qu'on ne parle plus d'une guerre qui se passe entre une armée se disant républicaine et des séparatistes revendiquant également leur autonomie ou alors étant dans ce qu'ils appellent l'autodéfense. Ce n'est plus une guerre qui tue seulement des grands, mais c'est plutôt les enfants qui désormais et tout le temps sont abattus. Des innocents, nous en avons encore vu mercredi dans le lycée bilingue de Kondotiti. Ouais. Emmanuel Aroumé n'avait que 12 ans. Jocelyne n'avait que 16 ans. Emmanuel Koum n'avait que 17 ans et voulait fêter son anniversaire de 18 ans avec ses camarades. Il fêtera cela dans le cimetière. Madame Song aurait pu assister à la CAN, puisque d'ailleurs, portant le nom Song, on la confondait parfois à une femme issue de la famille du célèbre footballeur capitaine des Lions indomptables, Rigobert Song. Mais malheureusement, celle-là qui rêvait de voir la CAN se jouer sur son pays assistera au match dans le royaume de l'au-delà après avoir été buté, oui, comme une chèvre. Que de blessés, que de morts, et surtout dans un lycée. Panique totale. Oui, le Cameroun est loin de sortir
des ténèbres, mais plutôt ne fait que s'y enfoncer. Nous étions encore en train de pleurer ces enfants qui ont été abattus dans un autre établissement bilingue, Modern Francisca Bilingual Academy, Kumba, où 7 jeunes avaient été assassinés, que maintenant, on a vu des enfants qui n'avaient rien à voir, à savoir qui rentraient par exemple de l'école, ou une qui allait, la petite Carole-Louise, 4 ans ou 5 ans, c'est selon, qui avait été abattue, la tête complètement éclatée. On en était encore en train de pleurer, en train de marcher, que c'est la petite Brandy, 7 ans, dont on était en train de brandir, tel un trophée, à travers les rues, ce petit Maccabée qui, sitôt a été enterré. Oublié, puisque c'est comme ça, on efface des vies comme sur un tableau noir. La vie au Cameroun, la vie des écoliers, des écolières, des élèves s'écrit et s'efface sur un tableau noir. Et au suivant, pour un prochain devoir, puisqu'on a beau pleurer à l'instant, mais tellement on est déjà habitué qu'on est seulement surpris quand cela n'arrive pas. Et comme d'habitude, sur ce terrain-là, sur le terrain de la guerre, les victimes ressemblent à un ballon, ou plutôt une balle de tennis, où gouvernement et séparatistes jouent au ping-pong, se renvoyant des responsabilités. À qui la faute? Qui a donc eu l'idée d'aller assassiner ces jeunes enfants lorsqu'on sait que ces enfants n'ont rien à voir dans la guerre? Bien sûr que le gouvernement s'est précipité à accuser les séparatistes, puisque le sous-préfet de la localité de la subdivision de Kodetiti est venu pour dire que ce crime a été perpétré par des combattants amazoniens. Sauf que monsieur le sous-préfet ne nous a pas déterminé qui était-il. Parce que même dans l'armée, il peut y avoir des militaires, il peut y avoir des gendarmes. Quand on parle des forces de sécurité et de défense du Cameroun, ça peut aussi même engendrer les policiers. Et quand on parle des Amazoniens, il y a plusieurs branches. Avant d'accuser, il fallait donc faire une enquête et nous donner la branche qui est indexée dans cet assassinat. Bien évidemment, quelque chose a été très surprenant puisque le sous-préfet s'est basé sur la déclaration d'un autre individu très proche du gouvernement, mais qui prétend être lui-même aussi combattant amazonien, Michael Na. Juste après les attentats, cet individu a fait une sortie pour condamner non seulement les attentats, mais surtout affirmer de façon péremptoire, catégorique d'ailleurs, que ce sont les séparatistes amazoniens qui ont assassiné ces enfants et qu'il était contre, qu'il fallait dénoncer cela. Sauf qu'une fois de plus, il a donc voulu nous faire comprendre que c'était les éléments d'un commandant qu'on appelle également aussi là-bas Ken Kombere. Mais le problème, c'est que cet Tenko, qu'on nous présente comme étant à l'origine de cet assassinat,
nous avons essayé d'enquêter et comprendre ce qui s'est véritablement passé. Et sur quoi est-ce qu'on se basait pour l'accuser. Et de toutes les façons, c'est un activiste proche du régime, qui l'a dit, mais qui se déclare en même temps amazonien. Il est connu sous le nom du général Field Marshal Tenko. Donc, quand on parlait de Field Marshal dans les régions anglophones, on croit qu'il y a un seul. Non. Il y a plusieurs Field Marshal. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas en présentant un commandant que tout de suite, on va se dire, c'est fini, on a abattu celui-là, la guerre est terminée. Il y a beaucoup de commandants et beaucoup de généraux, tout comme il y a beaucoup de Field Marshal. Après avoir enquêté, justement, il rejette la responsabilité puisqu'il déclare que chaque fois qu'il a commis un attentat, il le revendique. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait mené cet attentat contre les gendarmes, contre l'Obir, et avait récupéré le matériel. L'un des attentats les plus violents contre l'armée camerounaise. Et de surcroît, c'est quelqu'un qui dit, qui est même un notable, qui est connu de tous, Aïkondo Titi. Selon lui, il n'avait aucun intérêt à commettre cet attentat dans la mesure où, non seulement il a des enfants, mais surtout dans leur logique, leurs ennemis, c'est la République. C'est-à-dire le régime Biya avec, bien évidemment, son armée lobby. Ce sont leurs objectifs qu'ils doivent abattre. Il est donc clair que pour lui, il n'y trouve pas un intérêt d'aller abattre les siens puisqu'il se justifie en disant d'ailleurs que même s'il faut attaquer les écoles, ce ne seraient pas leurs propres écoles. Ou alors ce ne seraient pas les anglophones. Puisque ils savent où se trouvent les francophones. Or, les francophones, et Kondo Titi, ne sont pas encore attaqués. Quel serait donc leur intérêt d'aller, bien évidemment, se dresser contre les populations en perpétrant cette attaque? De toutes les façons, lorsqu'il y a un crime, non seulement on cherche les mobiles, mais on doit surtout voir à qui profite le crime. Est-ce que cet assassinat peut profiter aux Amazoniens? Non. Puisque vraisemblablement, cet assassinat permet plutôt de dresser la population civile. Leurs frères, leurs soeurs, leur mère, leur père, contre eux. Peuvent-ils être si idiots à aller s'attaquer à une ruche qui les protège? Ce serait pas connaître ces gens qui connaissent aussi beaucoup de tactiques, beaucoup de stratégies. Et du coup, cette piste où tente de nous amener le sous-préfet avec, bien sûr, Michael Nam, que les enseignants avaient eu des avertissements qu'il ne fallait plus qu'ils donnent des cours parce qu'ils devaient subir juste avant l'attentat. Cette piste et ce raisonnement ne tient pas. Ce raisonnement, bien au contraire, est quelque chose qui a été monté. Puisque lorsqu'il y a eu le colloque des anglophones, le CIN qui s'est réuni au Canada, il a été justement discuté les techniques de combat et surtout les anglophones ou les Amazoniens s'étaient dit qu'il ne fallait pas qu'ils s'approchent même à 3 km d'une école.
et que le gouvernement du Cameroun devrait aussi se tenir dans les mêmes conditions. Ils avaient d'ailleurs répété qu'il fallait des corridors pour des endroits comme les hôpitaux ou encore des endroits comme des écoles, demandant d'ailleurs que la communauté internationale intervienne. Les anglophones qui se sont donc réunis, et plus particulièrement ce qu'on appelle les ambazoniens au Canada, avaient aussi dit que, au regard des assassinats qui se font dans des écoles, que justement des écoles publiques ou alors les écoles de l'État étaient très exposées dans la mesure où parfois le gouvernement pouvait commettre des gaffes, des assassinats, des attentats en voulant juste montrer à la communauté internationale que ce sont les séparatistes qui sont à l'origine. Et d'ailleurs, on peut voir l'un des exemples, à savoir cette bombe qui avait éclaté dans l'université, en plein campus universitaire de Buea, alors que se trouvait là le haut-commissaire canadien. Après avoir réfléchi, après avoir tourné les méninges, et après avoir enquêté, nous avons quand même trouvé quelques traces qui nous inquiètent. La première trace, ce sont les militaires du BIR qui ont été quand même aperçus dans la ville juste quelques instants avant l'attentat. Nous avons également eu cette alerte que certains éléments du célèbre colonel Bankwi, les éléments de la CENIL, dont un certain Cornelius, étaient dans la ville et qu'il se préparait à faire un sale coup. Curieusement, il n'était pas au niveau de l'école, il n'était pas au niveau du collège. Autre élément, c'est surtout les photos que j'ai lues et les vidéos. Les photos présentent les gens qui ont commis cet attentat, où je vois certains avec des têtes rasées, d'autres avec des cheveux courts. Là, ça m'a interpellé. Ça m'interpelle parce que les Ambazoniens ne rasent pas leurs cheveux. Tout un chacun sait que c'est plutôt dans l'armée où on rase les cheveux. Les Ambazoniens vivent en brousse, n'ont donc pas le temps de se faire des coiffures et tout le reste. Et chaque général ambazonien que vous avez vu ou qui a été tué, ou n'importe quel ambazonien, ses cheveux n'ont jamais été courts ou rasés. Et ça s'explique. Ce n'est pas seulement parce qu'il leur manque le temps pour faire de la toilette, mais parce que sur leurs cheveux, c'est là où ils font leur magie. Ils font des rituels avec leurs cheveux. Ils s'y approchent également des sortes de coris qu'ils portent également au cou et au niveau des reins. Ces Ambazoniens qu'on nous a présentés comme étant ceux qui ont commis les attentats n'avaient aucun de ces signes. Autre élément, c'est que lorsqu'on veut nous faire croire que c'est quelque chose à mettre justement sur le dos des Ambazoniens, ça nous rappelle quand même que
depuis un certain temps, le régime camerounais est en train de perdre pied sur le plan diplomatique. Surtout que, après le grand dialogue des ambazoniens au niveau du Canada, et avec la pression diplomatique qui est faite par les Nagui, d'abord Nagui, sans oublier aussi qu'aujourd'hui, même le Royaume-Uni est en train d'y mettre pied, eh bien, le régime camerounais ne veut pas aller dans le dialogue et cherche plutôt à dresser la communauté internationale contre les Amazoniens en multipliant des actes qui, ma foi, ressemblent à l'amateurisme. Rappelez-vous, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvé avec une histoire où le gouvernement a accusé les Amazoniens d'être entrés au Nigeria pour aller assassiner 11 individus. 11 individus à Taraba State. Cet état-là. Après des enquêtes, on se rend compte qu'un sénateur nigérian avait reçu de l'argent de la part du gouvernement camerounais pour aller même parler, témoigner au Sénat que oui, les Amazoniens sont auteurs des massacres de nos compatriotes dans un village. Par voie de conséquence, il fallait engager la guerre contre les Amazoniens qui pourtant sont réfugiés chez eux. Une fois de plus, vous regardez. Est-ce que les Amazoniens avaient l'intérêt à aller attaquer ceux qui les abritent? Mais non. C'est comme si on vous annonce que vous avez mis le feu dans une maison que vous habitez pour effrayer plutôt le voisin. Les Amazoniens sont réfugiés là-bas. Et l'État du Cameroun a eu à signer les accords avec le Nigeria parce qu'on voulait, selon le régime Biya, traquer les Amazoniens sur le territoire nigérian. En montant dans cette histoire, c'était pour que le Nigeria entre en guerre contre les Amazoniens, aussi clair que l'eau de roche. Et d'ailleurs, comment les Amazoniens pouvaient-ils le faire? Puisque les Amazoniens qui ne sont pas des saints, je n'ai jamais dit qu'ils sont des saints, les Amazoniens qui ne sont pas des saints se retrouvent, par exemple, là-bas au Nigeria, où ils prennent ce qu'on appelle le déchi. Le déchi, c'est une sorte de pouvoir. Ce n'est que là-bas où ils prennent ça. C'est de façon mystique. Donc, pour venir combattre l'armée camerounaise, ils vont là-bas prendre cette bénédiction. Alors, vous prenez la bénédiction chez des gens et vous partez encore les assassiner? Mais non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et du coup, on se retrouve donc dans une espèce de faux jeu où on est en train de nous amener en bateau. Cette guerre, nous l'avons condamnée. Cette guerre, nous avions dit que c'était les enfants qui devaient servir d'outils de chantage pour le gouvernement. Maintenant que le gouvernement camerounais n'est pas capable de gagner cette guerre, eh bien, le gouvernement cherche à dresser les populations qui protègent les Amazoniens parce qu'ils sont en accord, il faut le savoir. Si les Amazoniens n'étaient pas en accord avec les populations, l'armée camerounaise aurait gagné la guerre. Mais ces populations sont sur la même longueur d'onde que les Amazoniens. Malgré les dissensions internes qu'il peut avoir, comme par exemple on a appris que
que le général Nopiti ne s'entendait pas avec tel autre. Là, c'est la cuisine interne. Mais une chose est sûre, c'est que ils ne peuvent pas eux-mêmes provoquer des assassinats gratuits auprès des leurs. Ce n'est pas possible. Quand ils assassinent les militaires camerounais, ils exhibent les photos. Il faut savoir par exemple qu'à Congo Titi, plus particulièrement, ceux qui agissent là-bas, ce n'est pas les ADF, Ambazonian Defense Force, c'est plutôt les AMF, Ambazonian Military Force. Et il faut savoir que c'est une hiérarchie qui est respectée. Et si celui qui coiffe là-bas est abattu, et que lui-même, qu'il dise que mais à quel moment on aurait pu faire une attaque, puisque à l'instant là, au moment où se déroulait l'attaque, on voyait le général Nopiti avec les Blue Warriors qui étaient plutôt dans le marché principal de Kumbo, en train de tenir un meeting. C'est là où, finalement, le gouvernement n'a plus d'argument. Il tenait un argument avec des populations civiles, leur disant pourquoi est-ce qu'ils sont en guerre et comment est-ce que les populations doivent collaborer avec eux. Ils ne peuvent pas être en train de tenir un meeting et en même temps en train d'attaquer une école. C'est faux. Ce n'est pas faisable. Leur meeting était filmé. Et curieusement, depuis des mois, depuis des années, on envoie des généraux, on envoie des costauds type qui nous disent que cette fois-ci, on va attraper nos petits. Mais c'est en pleine ville, en plein marché, que, en direct, ils parlent aux populations. Où est à ce moment-là le pire? Où est à ce moment-là la gendarmerie? Où est à ce moment-là la police qui dresse les checkpoints pour abattre les petits enfants, les petits écoliers? Est-ce normal que nos petits tiennent un meeting en plein marché? Mais où sont les services de renseignement? Comment dans un marché il n'y a pas quelqu'un de l'armée? Comment il n'y a pas de billes? Comment il n'y a pas la gendarmerie? Expliquez-moi ça. Et vous faites alors quelle guerre? Mais non. Aujourd'hui, les écoles, malheureusement, sont devenues des terrains de guerre. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit le syndicat des enseignants du supérieur qui ont eu à réagir, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière, après que leur collègue Christopher ait été enlevé, il faisait un bilan. Le bilan est énorme. 100 enseignants universitaires, 100 enseignants de l'université de Bamenda ont été enlevés. 100. Et le dernier qui a été enlevé, on demande la rançon de 10 millions de francs CFA. Et selon les enseignants, ils ont déjà dépensé 200 millions pour libérer les enseignants, leurs collègues. 200 millions dépenses de rançon pour les rançons. On ne compte pas ceux qui sont morts. Voilà un territoire où on nous dit que tout est en paix, qu'ils sont en train de gagner, de pacifier. Et on vous dit que non. Les écoles sont exposées
à la merci de terroristes comme les marchés. Peut-on faire alors un bilan lorsqu'on voit cela? Peut-on en ce moment-là dire qu'on est en train de faire le plan de reconstruction en pleine assemblée, comme on l'a vu, mercredi on voit le ministre délégué Paul Tasson qui arrive à l'assemblée et qui présente un plan de reconstruction des deux régions anglophones. Est-ce possible? Vous allez reconstruire sur un terrain de guerre? Vous allez reconstruire où? La guerre ne fait que s'accentuer. Ça ne fait que s'aggraver. Où sont les délégués départementaux qui ont été enlevés depuis 7 mois? Toujours être comme le Titi. Le gouvernement ne les a toujours pas retrouvés. Un d'ailleurs était déclaré mort, juste 3 jours après son enlèvement. Mais on s'en fout, on continue. 7 mois qui sont portés disparus, 6 délégués. Et on parle de plan de reconstruction. Quel plan de reconstruction? Quand on engage une guerre, quand on engage une politique quelconque, il faut apporter au peuple des résultats concrets. Soit nous avons réussi à pacifier, soit alors on passe à autre chose, à savoir on négocie que de s'engourber. Le Cameroun est en train de s'engourber. Que ce soit sur le plan humanitaire, mais aussi sur le plan financier, budgétaire. À l'Assemblée, on a découvert avec désarroi le ministre délégué auprès du ministère de l'économie, enfin, là où ils vont souvent puiser, le puits de Motazé avec Jean-Pierre Amougoubelinga, c'est une parenthèse. Paul Tasson nous révèle donc que le Cameroun a perdu depuis 2017 jusqu'en 2020 un tiers de son budget. On ne dit pas ce que le Cameroun a dépensé, mais ce que le Cameroun a d'abord perdu. C'est-à-dire 421 milliards 300 millions de francs CFA. Oui, le PIB, 0,8% de chute. Le Cameroun, dans cette guerre, se retrouve presque à terre, même sur le commerce avec les voisins. Puisque d'ailleurs, selon toujours ces ministres, rien que les échanges entre le Nigeria et le Cameroun ont chuté de 81%. C'est-à-dire que en 2016, les échanges entre le Cameroun et le Nigeria s'élevaient à 16 milliards 900 millions. Et aujourd'hui, donc en 2020, ces échanges sont tombés à 2 milliards 900. 2 milliards, même pas 3 milliards. À cause de cette guerre, toujours selon les chiffres officiels du gouvernement, le gouvernement qui partait puiser là-bas, les recettes fiscales et douanières. En 2016, ces recettes s'élevaient à 24 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, les recettes fiscales et douanières dans ces régions-là ont chuté jusqu'à aujourd'hui. On ne récolte que 4 milliards. Et quand on voit ce qui arrive plus tard, c'est-à-dire que d'autres domaines tels que la cacaoculture, puisque le Cameroun exporte le cacao, mais 41% de la production du cacao du Cameroun vient du sud-ouest, là où se passent ces massacres. On se rend compte que aujourd'hui, le cacao qui vient de là-bas ne représente à peine que 13%.
C'était des zones qui étaient fréquentées. Le secteur hôtelier est tombé. La fréquentation dans les hôtels à Bamenda était en 2016 de 57%. La fréquentation dans les hôtels à Bamenda est tombée à 1,3%. Et dans le sud-ouest, à 13%. C'est tout le tissu économique qui a aplati. Je ne parle pas de la Sonara, qui est le poumon économique du Cameroun, où on partait puiser. Je ne parle pas de la CDC, qui était le deuxième employeur de l'État, après l'État, qui est tombé en flèche. Je ne parle pas des secteurs qui atteignent et vous influencent, vous nuisent, même vous qui êtes à Yaoundé, à Douala. Vous savez pourquoi l'huile a augmenté? Parce que là-bas, dans ces régions-là, on prenait par an 37 000 tonnes d'huile de palme comme production. Vous savez à combien s'élève actuellement la production? 4 000 tonnes. Et bientôt, ce sera 1000 tonnes. Ce qui signifie que l'huile de palme que vous mangez à Yaoundé est obligée de grimper. C'est aussi clair que l'eau de rouge. Je le répète. Les gens qui disent que non, ils sont en train de s'entretuer là-bas, ne savent pas que ça ne fait qu'approcher, d'autant plus que, en même temps, il fuit des hommes anglophones en conflit pour venir dans des régions francophones. C'est pour ça qu'on vient vous parler de reconstruction. Vous allez reconstruire où? Quoi? Comment? Alors que les gens sont en train de fuir ces régions-là. Alors qu'ils entendent des armes et tout et tout. Les écoles seront bientôt désertes. Va-t-on gagner cette guerre? Je vous avais déjà répondu par la négative. Et je peux encore vous certifier, de par les moyens qui aujourd'hui manquent à l'État du Cameroun, qui n'a fait que se surendetter, au lieu de pouvoir développer le côté social, au lieu de développer le panier de la ménagère, au lieu de voir les infrastructures hospitalières, au lieu de faire que vous ayez quelque chose dans votre bourse, l'augmentation des salaires, oui, comme Ouattara l'a fait. Vous avez entendu, j'ai posté une vidéo. On parle des salaires de millions. Qui touche le million? Quel fonctionnaire au Cameroun? On prend de l'argent. On les dépense uniquement pour une guerre entre frères. Et puis, on s'est dit, de toute façon, on va voir, ils vont voir. On va gagner. On recrute. On va recruter. On va recruter. On va recruter. Mais on ne va jamais gagner cette guerre qui profite aux gens, comme les Ngongos, aux gens qui ne veulent pas qu'on puisse vivre en paix dans des communautés, aux gens qui ne veulent pas une colombe, aux gens qui ne misent que par les détournements profitant du cafouillage. Ils aiment ce cafouillage parce que les détournements sur le sang, c'est leur sport roi. Même comme ils vous font croire que le football est le sport roi. Mais non, ils utilisent le football juste comme une autre main armée pour détourner. Ils utilisent le football, et particulièrement la CAN, pour se faire des poches, se remplir la bedaine et surtout préparer leurs provisions pour les guerres de succession.